Tu te rappelles Cadillac et Dinosaure? Bah alors, je crois me souvenir qu'il y a des dinosaures et des Cadillacs. Surprenant. Bon, en vrai, cette série, je l'ai vue. Je sais même que je l'ai appréciée. Mais longtemps après, j'étais incapable d'en dire quoi que ce soit, à part qu'il y a des Cadillacs et des dinosaures. Pas seulement parce que c'est dans le titre, mais parce que visuellement, c'est ce qu'il y a de plus marquant et qui reste en tête. Pourtant, on parle d'un univers post-apocalyptique avec des jungles luxuriantes, des ruines de buildings à moitié immergées, des savanes, des grottes obscures peuplées de créatures amphibiennes et mystiques connectées à l'esprit suprême de la nature. Mais non, tout ce qu'on retient, c'est les Cadillacs et les dinosaures. Il y a une raison à ça. Nous sommes dans une série dynamique qui ne gaspille pas une nanoseconde d'épisode pour faire de l'exposition. Les informations sur l'univers que tu viens de décrire sont distillées rapidement et au compte-gouttes dans des dialogues très denses entre personnages qui n'ont aucune raison de les commenter plus avant puisque leur univers ils le connaissent bien et n'ont pas de nécessité d'en expliquer les tenants et les aboutissants dans leurs conversations, qui sont principalement consacrées aux enjeux de l'aventure du jour. La série n'est pas à suivre. Le spectateur attentif arrive à recoller les morceaux, et encore après plusieurs visionnages, et à comprendre très superficiellement de quoi il en retourne. Mais vu le caractère évasif des informations qu'on réussit à collecter sur un univers aussi complexe, le cerveau ne retiendra que les éléments les plus compréhensibles, à savoir que dans cet univers, il y a des Cadillacs et des dinosaures. Oui, c'est un problème. En fait, cette série fait partie d'une franchise et est en toute vraisemblance conçue pour ceux qui connaîtraient déjà le contexte. Le souci, c'est que l'œuvre d'origine, la bande dessinée Les Chroniques de l'ère Xénozoïque, est un peu tombée dans l'oubli. Il s'agit de comics intéressants conceptuellement, mais peu mémorables. Plus que de vraies histoires, les premiers tomes sont davantage des petites historiettes semi-comiques mettant en scène des personnages assez peu sympathiques et destinées avant tout à présenter le contexte dans lequel elles se passent, l'éponyme ère Xénozoïque. Les 2-3 derniers tomes commencent à amorcer une histoire plus ambitieuse, impliquant les forces mystiques en présence, le passé et le destin de cet univers, et les conflits géopolitiques entre ses habitants, mais il se termine sur un cliffhanger qui n'a jamais trouvé sa résolution puisque la série s'est arrêtée. Ces BD étant ce qu'elles sont, je comprends qu'elles aient lancé une franchise. Mais je comprends aussi qu'elle n'ait pas été retenue plus que ça. Les jeux vidéo qui en ont été adaptés ont leur communauté de fans. Mais si j'en crois les quelques retours que j'ai vus sur Twitter, c'est plus leur gameplay que leur scénario qui a marqué les esprits. Il faut dire que le premier est un beat'em up qui t'amène à tabasser des dinosaures à main nue, et que le second est un rail shooter que le peu de diversité des niveaux et la difficulté, d'après ce que j'ai compris, rend tristement célèbre. Dommage parce que c'est ce deuxième jeu, intitulé Le Deuxième Cataclysme, qui contient le plus de cinématiques destinées à développer l'univers et son historique. Au final, la série animée Cadillac et Dinosaures est sans doute l'opus le plus abouti, mais avec ce premier bémol de n'avoir que 13 épisodes, là où il y avait la matière pour en faire bien plus, et ce deuxième bémol de ne pouvoir être pleinement apprécié qu'après plusieurs visionnages, ou que par ceux qui ont lu le manuel avant. Proposons ce manuel donc, en nous basant sur les informations récupérées dans la série, dans les jeux, dans les BD, et en signalant les moments où les trois s'écartent les uns des autres, ce qui arrive somme toute assez peu, malgré le fait qu'ils ne soient pas en continuité les uns avec les autres. Nous sommes au 26e siècle, ou au 27e, c'est pas très clair. Un épisode de la série fait référence au fait qu'on est environ 600 ans après l'année 2027, mais les comics datent l'action au 26e siècle. Tenons-nous-en à ce dernier chiffre. La Terre a beaucoup changé, les eaux de la mer ont monté et la Terre s'est peuplée de dinosaures et autres reptiles du Crétacé qu'on va inclure dans la catégorie dinosaures par confort, ainsi que de diverses créatures mutantes. Les humains survivent comme ils peuvent dans ce nouvel environnement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, on sait pas, mais c'est arrivé en 2020. C'est sûr ça? À un moment dans la série, comme j'ai dit, on entend un bulletin météo de l'année 2027, et les choses y ont l'air normales. Les comics précisent que la catastrophe est arrivée très exactement en 2020. Bah c'est le Covid du coup. Le Covid a fait monter les océans et apparaître des dinosaures? T'as une meilleure explication? Au fond, celle des comics n'est pas meilleure. Il précise que la catastrophe a été provoquée par la pollution et le réchauffement de la planète. La cinématique du jeu sur Mega CD nous informe qu'elle a pris la forme de tremblements de terre et de tsunamis, et que l'humanité a dû survivre dans des abris souterrains pendant plusieurs siècles grâce au savoir-faire de mécaniciens, qui se qualifient de mécanos, qui entretenaient des machines faciles d'entretien et pérennes. Le dessin animé nous donnera ce détail supplémentaire comme quoi il y a eu un bouleversement sismique et que pour une raison dure à déterminer, ça a également entraîné la destruction de la plupart des satellites qui orbitaient autour de la Terre et la division de la Lune en deux. Pour les protagonistes de notre histoire, c'était il y a des siècles et peu d'informations ont été conservées. Ils ne savent donc pas exactement ce qui s'est passé. En conséquence, nous ne pouvons pas le savoir précisément non plus. Les trois supports laissent volontairement le flou sur le sujet, et les seules révélations qu'on pourra avoir sont davantage des théories non confirmées que des vraies révélations. Quoi qu'il en soit, une catastrophe a eu lieu et le seul moyen que l'humanité a trouvé pour survivre a été de se réfugier dans les profondeurs de la Terre, où ils sont restés plusieurs générations, survivant donc grâce à l'aide de mécaniciens qui entretenaient de vieilles machines simples d'utilisation et faciles à réparer.
Au fil du temps, seules les connaissances concernant ces technologies simples se sont conservées. La maîtrise de la technologie numérique a disparu, les rares spécialistes en ayant conservé de vagues notions sont loin de maîtriser le sujet. Le rôle des mécanos au sein de la nouvelle société humaine est donc devenu primordial, et va même plus loin que le simple rôle d'agent d'entretien du matériel de survie. Ils sont carrément devenus les guides spirituels de cette humanité, enseignant une doctrine appelée Machinatio Vitae, la mécanique de la vie quoi, mais c'est plus classe quand c'est dit en latin. Ils ont oublié la plupart des choses importantes, mais ils n'ont pas oublié le latin, qui consiste en gros à contrôler le développement de sa civilisation de manière à ne jamais mettre en danger l'équilibre précaire qui permet à l'écosystème de survivre. Cette doctrine est un enjeu vital dans les 3 supports, comics, jeux vidéo, séries. On imagine sans peine le caractère impératif de sa mise en place dans un contexte où il faut faire survivre l'humanité sous terre avec très peu de ressources, d'énergie et de lumière. Quand, au bout de plusieurs siècles, les survivants quittent leurs abris pour rejoindre la surface, la nature a repris ses droits et les ruines des anciennes cités ont été recouvertes par l'eau, la terre, la végétation. Mais surtout, la terre s'est peuplée de dinosaures. Bien sûr, les humains du 26e siècle n'ont aucun souvenir de quel nom leurs ancêtres donnaient à quel dinosaure, donc ils les ont renommés à leur sauce. C'est un Shivat, un vieux cyclope. Des bébés schmoldups. Regardez, il y a un bébé Zeke. C'est pour ça qu'on a été attaqué. Ça n'empêche pas le doublage de se retromper de temps en temps et de redonner les noms que nous, spectateurs, connaissons. Je sais ce que je fais et je connais parfaitement le comportement des ptéranodons. Pourquoi des dinosaures? La série ne le dira pas, les jeux non plus. Dans les comics, certains indices amènent un personnage à théoriser que les scientifiques du 21e siècle, anticipant la catastrophe, ont trouvé le moyen de redéclencher le développement de la vie depuis le bouillon primordial, mais en accéléré, ce qui fait que 5 siècles plus tard, on en est aux dinosaures. Les humains étant restés bêtes comme des humains, cette hypothèse déclenche plus d'angoisse mystique que d'attitude constructive. En plus des dinosaures, notre nouvelle ère, l'ère xénozoïque, a vu l'apparition de nouvelles créatures pensantes, les griffes, que la VF du dessin animé tient à appeler les sorciers. Vu que le sujet de la vidéo c'est la série animée, nous dirons sorciers aussi. Des lézards humanoïdes télépathes qui vivent isolés dans les montagnes et se mêlent peu aux humains nouvellement surgis des entrailles de la Terre. Ils ont des pouvoirs dont les humains perçoivent l'étendue sans pouvoir l'évaluer, et une préscience tout aussi difficile à appréhender, mais qui leur donne une vaste connaissance sur le passé, sur le présent, sur le futur, et la manière de faire survivre l'écosystème, qu'ils partagent peu avec les humains, surtout parce qu'il leur est très difficile de communiquer avec eux. Les rendre télépathes est un choix des jeux et de la série pour faciliter la mise en scène. Dans les comics, ils sont surtout muets et communiquent par écrit au moyen de jetons de Scrabble. Bon, leur façon de s'exprimer est sibylline. Il est clair qu'ils ne sont pas juste muets, qu'ils ont également une façon de raisonner très éloignée de celle des humains, et que c'est surtout ça qui empêche la communication entre les espèces. Dans la série animée, ils n'acceptent de communiquer par télépathie qu'à certains humains soigneusement choisis, très probablement à cause de cette divergence dans la façon de raisonner. Même avec la télépathie, peu d'humains sont capables de comprendre où ils veulent en venir quand ils parlent. Ces créatures sont plus à leur place dans cette nouvelle ère que ne le sont les survivants humains. Ils vivent en harmonie avec la nature qui les entoure et attachent une grande importance au maintien de l'équilibre dans leur écosystème. On suppose que c'est eux qui ont enseigné le Machinatio Vitae aux mécanos pendant qu'ils étaient sous terre. À moins que le Machinatio Vitae, développé par les mécanos quand ils étaient sous terre, se recoupe suffisamment bien avec leur propre philosophie pour permettre aux mécanos d'être leurs interlocuteurs chez les humains. C'est pas très clair. Dans un épisode tardif, il est fait mention d'une école de mécano dont l'examen de sortie est une course. Mais c'est un peu l'épisode écrit par le stagiaire de 3ème qu'il y a dans tant de séries. Moins bizarre que celui des ailes du dragon par exemple, mais il détonne tellement avec le reste que c'est pas forcément judicieux d'en tenir compte. En tout cas, mécanos et sorciers sont unis par la même idée de préservation de l'environnement et de développement non polluant de la civilisation. Ce point établi, leurs relations ne sont vraiment définies ni dans les comics, ni dans les jeux, ni dans la série. Les comics embrouillent même un peu les choses en montrant que si les mécanos ont une certaine déférence pour les griffes, ils s'en méfient aussi. Parachutés abruptement dans ce nouvel univers après des siècles enfermés sous terre, les survivants humains tentent d'y trouver une place et d'organiser leur survie. Plusieurs communautés se forment, chacune développant sa propre façon de survivre à l'époque xénozoïque. Ces communautés se qualifient entre elles de tribus. Notre série suit le quotidien de la Cité de l'Océan, développée sur les ruines de l'ancienne New York. C'est une tribu de récupérateurs. Ils vivent de chasse, de pêche et d'agriculture, mais leur principale activité consiste surtout à faire des fouilles dans ce qui reste des bâtiments de l'ancien monde pour récupérer autant de technologie que possible et la réutiliser de manière avantageuse. Plus exactement, à le faire par une population maltraitée et sous-payée, aux cheveux blanchis et aux yeux déformés, qui travaillent aux fouilles depuis l'enfance. La série ne dit pas si c'est une autre espèce humanoïde comme les sorciers ou des humains que le travail a transformé de cette manière. Quoi qu'il en soit, les fouilles qu'ils font ne se font pas forcément avec minutie et pas forcément avec réflexion. Elles se font même plutôt de manière bourrine. Sur une autre partie du continent, sur des terres marécageuses situées dans un espace beaucoup plus sauvage et dotées de beaucoup moins de ruines à explorer, une autre tribu s'est développée, la tribu Wassoum. C'est une tribu de chercheurs.
Ils ont basé leur survie sur le développement de tout un tas de savoirs et de savoir-faire, et ont pu inventer et réinventer tout un tas de techniques pour permettre à leur tribu de perdurer. Du fait que les vestiges situés dans leur région, qui sont possiblement ceux de l'ancienne Washington, sont beaucoup plus difficiles d'accès vu qu'ils se sont enfoncés dans des marais salants, la recherche d'artefacts anciens y est plus réglementée. Le but ultime des Wassoun est de reconstruire une civilisation pacifique. Au bout d'un moment, pour l'accomplissement de ce but ultime, les ressources déterrées par la Cité de l'Océan et le savoir des Wassoun auraient vraiment tout intérêt à être mis en commun. La science est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Les Wassoun dépêchent donc une délégation à la Cité de l'Océan pour négocier une alliance. Malheureusement, la traversée de l'intérieur du continent, que les humains appellent tout simplement l'intérieur, étant loin d'être sûre pour des humains, particulièrement les Wassoun qui, avec leur réglementation, se sont mis les braconniers du coin à dos, une seule survivante parvient à destination pour remplir son rôle d'ambassadrice, Anna Dundee. La série ne nous fera jamais visiter Wassoun et Anna est le seul échantillon qu'on en a. Elle se doit donc d'en être particulièrement représentative. De ce fait, elle maîtrise de multiples compétences spécifiques à sa tribu. Elle est diplomate, athlète, catcheuse, zoologiste, tireuse d'élite, pisteuse et scientifique en sciences. Et je travaille dans le domaine de la science. Non, dans le contexte de la série, c'est pas si idiot à dire. Tout le savoir de l'humanité y a été remis à zéro, et le travail des Wassoun consiste à tout redécouvrir, tout domaine confondu. Donc pour une fois, je ne râlerai pas contre ce cliché du scientifique qui connaît tous les domaines scientifiques à la fois. On suppose que c'est à cause de ça que les humains de ce monde se sont mis à jurer par Einstein. Par Einstein. Par Einstein. Par Einstein, regarde! Ça n'a pas vraiment de sens, ça. Déjà, les gens qui jurent par Einstein sont pas forcément des fans de science. Et je travaille dans le domaine de la science. Encore une espèce que j'ai pas en odeur de sainteté. Ensuite, cette civilisation a tout oublié de son passé, mais ni le latin ni le nom d'Einstein. Bah, tout le monde connaît le nom de Mathusalem, mais se rappelle pas forcément qui c'est. Quoi qu'il en soit, donc, Anna est une femme accomplie et polyvalente avec de multiples talents. Ce n'est pas pour autant qu'elle est parfaite. Plus exactement, ses multiples talents ne l'empêchent pas d'avoir parfois des réactions un peu bêtes et immatures. Mais c'est en fait parce que tous les humains qu'on rencontre dans cette série sont un peu bêtes et immatures. Du moins, ils parlent de manière un peu bête et immature. Entendons-nous bien, c'est pas comme dans Godzilla où la réaction des personnages trentenaires est tellement inappropriée aux situations présentées qu'on en vient à se demander si la série n'a pas été écrite par des Godzilla pour un public de Godzilla qui connaissent rien aux humains. C'est pas non plus comme Avengers Rassemblement où les dialogues s'attardent une plombe sur des détails à la con par peur que le petit spectateur ne suive pas la situation. Non, ce sont des dialogues subtils, campant de manière tout à fait contrôlée, assumée et surtout crédible, des personnages un peu bêtes et immatures. Et encore, ils le sont moins que dans les comics. Étant donné qu'ils sont tous comme ça, il n'y a pas vraiment de commentaires sur cet aspect, mais on comprend plutôt facilement que s'agissant d'une humanité qui a végété sous terre pendant des siècles et a oublié toute sa culture, il n'est pas étonnant qu'elle soit retombée en enfance. On n'a pas de mal à tirer cette conclusion et le sentiment d'étrangeté que ça peut procurer est assez discret, car les personnages de Cadillac et Dinosaure sont crédibles en tant qu'adultes inexpérimentés dans un monde trop compliqué pour eux où tout est à réapprendre. Quoi qu'il en soit, un des effets du fait que tout le monde est un peu bête et immature, c'est qu'au lieu d'accueillir à bras ouverts cette ambassadrice qui vient offrir son savoir en échange de ressources, les habitants de la Cité de l'Océan sont plutôt méfiants envers cette étrangère qui a d'autres habitudes, d'autres références, d'autres réflexes qu'eux, et s'ils sont intéressés par ce qu'elle a à offrir, ils ne sont pas disposés à lui ouvrir toutes leurs portes en échange. J'extrapole beaucoup en présentant les choses comme ça parce que c'est plus sous-entendu que montré dans la série, mais c'est comme ça que les choses se déroulent dans le comic, et la série ne me donne aucune raison de penser que ça se passe autrement. Avec un peu de réticence donc, ils acceptent de l'accueillir dans leur ville, mais chaque fois qu'elle demande à accéder à leurs infrastructures, ils décident de la faire surveiller étroitement par Jack Tenrek, mécano de son état, qui est un peu l'homme à tout faire de la tribu. Enfin, qui est surtout l'homme qui fait tout parce qu'il est le seul à savoir tout faire. Mais les habitants de la Cité de l'Océan ne le voient pas comme un larbin. Contrairement aux 3 gouverneurs, il n'a aucun pouvoir politique dans la cité. Mais comme en tant que mécano, il joue le rôle de chaman dans sa tribu, enfin de guide spirituel qui indique aux fermiers quelle terre ils peuvent cultiver sans risque de bouleverser l'écosystème ou de se faire manger par les bêtes sauvages, il a quand même suffisamment d'influence pour qu'il soit nécessaire pour le conseil qui gouverne de le convoquer et de lui demander son avis avant d'entreprendre quoi que ce soit. Pour en rajouter sur son importance, Jack est en contact régulier avec les sorciers, avec qui il discute des actions à mener pour préserver la nature tout en assurant la survie de l'humanité. On a déjà eu l'occasion de dire que le rôle des sorciers vis-à-vis des mécanos était pas très clair. Un autre truc qui découle du fait que Jack est mécano, c'est qu'il est mécano. Je veux dire mécano au sens littéral. Sa grande spécialité est de retaper des épaves de voitures. Il a une passion toute particulière pour les Cadillacs. On a un titre. Restons sur le sens spirituel du mot mécano pour l'heure. La série développe assez peu le sujet de Machinatio Vitae. Elle développe assez peu de sujets, elle se contente de les évoquer. Ce qui fait qu'on ne sait pas si la proximité de Jack avec les sorciers est due à son rôle de mécano,
ou si son rôle de mécano découle de sa proximité avec les sorciers. Dans les premiers comics, le fait d'être à la fois mécano et écolo parce que proche des Grises est une spécificité de Jack et de lui seul. Et l'influence du Machinatio Vitae dans la Cité de l'Océan et du rôle de guide spirituel des mécanos est plutôt balancée tardivement dans les derniers volumes. À noter que le Jack de la série et le Jack des comics n'ont pas tout à fait la même personnalité. Le Jack des comics est un obscurantiste réfractaire à toute forme de progrès. Lui et sa bande n'hésitent pas à utiliser des méthodes de terroristes pour empêcher une expansion qu'il désapprouve, au point que ça lui est reproché même par les Griffes et les autres chamans du Machinatio Vitae. Le Jack de la série est plus soft, plus raisonnable. Il n'a pas très bon caractère, n'hésite pas à être provocateur et insultant, manque parfois cruellement de pédagogie, mais il admet sans peine que l'humanité a besoin de cultiver la terre pour survivre et qu'il faut juste le faire à un endroit qui n'empiète pas sur le territoire des dinosaures, accepte l'aide des autres même quand il ne les aime pas, si ça peut aider la cité, et est toujours prêt à discuter, même sans mettre les formes, quand on lui en donne l'occasion. L'autre truc qui a changé chez Jack par rapport à la BD d'origine, c'est son design. Dans la BD, il est plutôt moche, avec un air très antipathique, tandis que dans la série, il a une tête de jeune premier. Tu parles, avec le style graphique de la série, il ressemble un peu à Nicky Larson. Dans la BD, il a l'air beaucoup plus vieux. C'était plus vendeur pour le public adolescent si le héros avait l'air jeune, je suppose. Va savoir. De toute façon, très peu de personnages ont gardé leur tête de la BD. Il y a guère qu'Anna qui reste totalement la même d'un support sur l'autre. Quoi qu'il en soit, ajusté comme il a été par la série, et vu qu'il a en plus le scénario de son côté la plupart du temps, vous aurez compris que Jack est un incroyable garistou, ce qui serait insupportable si, d'une part, son incommensurable savoir-faire ne l'amenait pas à être exploité plus ou moins volontairement par toute une ville dont la survie dépend principalement de lui, et d'autre part si, comme Anna, il n'avait pas lui aussi des réactions souvent un peu bêtes et immatures. Généralement un manque de diplomatie éhonté, un machisme affecté, un soupçon de xénophobie qui lui fait traiter Anna avec hostilité malgré toutes les preuves de bonne volonté qu'elle pourra donner, et un orgueil pas toujours bien placé. Le scénario lui donne quand même plus souvent raison qu'à Anna, mais j'ai pas l'impression qu'on soit censé en conclure qu'Anna est plus bête que Jack. En fait, c'est assez difficile de savoir quoi conclure sur les personnages. Et ça, c'est un avis qu'on peut donner à la fois sur les comics, les jeux et la série. Les personnages sont drôles, captivants et hauts en couleur, mais il est très difficile de savoir quoi en penser, car ils ont fréquemment une conduite assez peu sympathique. De ce fait, malgré leur attirance l'un pour l'autre, Jack et Anna ne s'entendent pas. Jusqu'à la fin de la série, ils travailleront ensemble par contrainte plus que par vrai désir, et à part dans un épisode semi-romantique à la fin qui ne compte pas parce que la situation qu'il met en scène est peu crédible, ils ne manqueront aucune occasion de se tacler méchamment, trop méchamment pour que ce soit juste la vérité fausse numéro 2. Là encore, c'est un vestige de leur relation dans les comics. Ils ne se font pas confiance, ont des avis divergents sur pas mal de sujets importants concernant la survie de leur espèce, et aucune intention d'être le premier à faire preuve de diplomatie. Je te l'ai dit, c'est du racisme pur et dur. Anna subit la xénophobie ambiante même de la part de Jack. C'est juste incongru parce qu'un chaman est guide spirituel, on s'attendrait à ce qu'il soit sage. Mais si on fait attention, même les sorciers ne daignent pas appeler Anna autrement que la femme Wassoun quand ils s'adressent pas à elle directement. La méfiance que subit Anna ne vient pas uniquement de Jack. Comme on l'a dit précédemment, cette attitude s'explique par le contexte. On parle d'une humanité qui a végété pendant des siècles sous terre et a tout à réapprendre. Ça, c'est quand c'est volontaire. Des fois, la bizarrerie de la conduite des personnages se justifie par le fait que la série essaye d'étirer en 20 minutes une histoire qui fait 4 pages de BD, et qu'il faut bien mettre des chamailleries pour meubler. C'est le cas dans l'épisode semi-romantique que j'évoquais plus tôt. Comme c'est pas contradictoire avec l'attitude générale qu'ont les personnages par ailleurs, c'est pas choquant. Mais c'est assez déstabilisant à voir et nécessite une phase d'adaptation. L'aspect humanité retombée en enfance ne se retranscrit pas uniquement dans les réactions des personnages, mais également dans la façon dont les dialogues sont écrits. On y voit plus clair, non? C'est souvent le cas quand on allume la lumière, ma petite poule. Les personnages ont du caractère, donc ils arrêtent pas d'échanger des vannes. Et ces vannes sont drôles, mais elles sont un peu frustrantes. Pauvre folle! Bravo, quel superbe self-control. Maintenant, il n'y a plus qu'à la réparer. J'adore bricoler. C'est pas mauvais, c'est pas moyen, mais c'est toujours à deux doigts d'être brillantissime et ça reste toujours dans le classique. Quelle heure il est? L'heure qu'il était hier à la même heure. Souvent, le style particulier de l'écriture se manifeste surtout par l'utilisation d'expressions éculées. Lâchez-moi avec vos mains pleines de doigts! Drôlement mouillée, cette flotte. Soyons honnêtes, c'est toujours aussi à deux doigts d'être cliché et ça s'en préserve toujours de justesse. Ah, t'es bien un homme. Une yade et hop, tu lui révèles tous tes secrets. D'abord, je lui ai révélé ce que je voulais bien lui révéler. Et ensuite, elle ne m'a pas fait une yade, mais une bonne demi-douzaine. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que nos personnages principaux sont presque des clichés, sans jamais le devenir tout à fait.
Jack se conduit envers Anna en macho, sans que celle-ci en prenne ombrage ni ne se laisse atteindre d'une manière ou d'une autre, ni ne fasse la remarque qu'elle fait pourtant preuve d'autant de compétences que lui, et que la seule raison pour laquelle Jack a souvent raison contre elle, c'est qu'il a le scénario de son côté. Et Anna adopte souvent un comportement de bimbo classique de film d'action, en étant facilement jalouse et en minaudant pour séduire les hommes, sans que ça fasse le moindre effet à Jack. Ça ne l'empêche pas d'être complètement autonome dans ses actions et de se débrouiller sans problème quand elle est sur le terrain. Son attitude cliché est tout au plus génante que le machisme de Jack parce que le scénario est plus souvent contre elle, mais l'effet principal est le même. On sait que nos personnages ne sont pas parfaits parce qu'ils appartiennent à une humanité retombée en enfance. Bon bref, le Jack de notre série, beaucoup plus raisonnable que son homologue des comics, même si son doubleur s'efforce d'adopter une diction un peu ruste pour camper le personnage, est bon gré mal gré assigné à la surveillance / escorte / assistance d'Anna, ce qui ne l'empêche pas de devoir continuer à remplir ses autres obligations envers la tribu. Mais ce n'est pas forcément incompatible puisque Anna se fait une joie de lui prêter main forte tout en lui suggérant des techniques Wassoun, qu'il daigne écouter les jours où il est d'humeur. Faut dire qu'elle explique pas toujours très bien le but de ses actions. Dans l'épisode semi-romantique, elle attend que la situation dégénère totalement avant de daigner dire que l'objectif de ces initiatives étranges était d'améliorer le dispositif de pêche de la Cité de l'Océan. Ça, c'est le symptôme de la tendance que j'évoquais tout à l'heure à vouloir adapter des historiettes très courtes du comic en épisodes complets de 20 minutes. Mais revenons au personnage. Jack a lui-même 2 assistants dans son garage. Mustapha, qui est un deuxième mécano, et qui a vraisemblablement une relation de disciple à maître avec Jack, et Kirgo, qui possède un bateau, et du coup sert à la fois de livreur et de transporteur. Ces deux-là sont assez interchangeables, au point que j'ai du mal à me rappeler lequel est dans quelle scène de quel épisode. Ils sont surtout là pour apporter des bras supplémentaires, et pour compter les points entre Jack et Anna. Jack a un animal de compagnie aussi, un dinosaure nommé Hermès. Il sert sur toute force de frappe à des moments fatidiques, mais il n'est pas forcément fiable car c'est un véritable animal. Un brave toutou. Un brave toutou de plusieurs tonnes. Si Jack et Anna sont tout de même les héros de cette histoire, c'est parce qu'il y a des méchants. La principale étant Lex Luthor, plus exactement Wilhelmina Scharnhorst. Tu veux dire Guillaume Scharnhorst? Qui est-ce? Guillaume Scharnhorst. Oui bon, un truc dont on se rend pas forcément compte à cause de la densité des dialogues, c'est que la traduction n'est pas cohérente d'un épisode sur l'autre. Va savoir pourquoi, dans l'épisode 1, ils ont décidé de franciser le nom de Scharnhorst alors qu'elle s'appelle bien Wilhelmina dans d'autres. Par ordre du gouverneur, Wilhelmina Scharnhorst. Wilhelmina est pourtant un nom plus courant que Guillaumine. Bref, c'est qui cette Scharnhorst? La Cité de l'Océan est sous la direction de 3 gouverneurs, la susnommée Wilhelmina Scharnhorst, et 2 dont le nom n'est jamais prononcé. Si, brièvement, dans le premier épisode. Lui, c'est Toulouse, elle, c'est Dahlgren. Le comique nous apprend que son prénom est Lorraine, écrit à la française. Toulouse est un homme réfléchi et raisonnable, qui ne prend pas de décision à la légère, et n'hésite pas à aller sur le terrain pour se faire sa propre idée. Dans les comics, il est opposé à Jack parce qu'il pense nécessaire de développer des fermes, ce à quoi Jack se refuse. Mais il ne s'impose pas parce qu'il se fie à l'avis de Jack. Dahlgren aime se cosplayer en Tortue Ninja et est amoureuse de Jack. Dans les comics, elle choisit de s'opposer aux mécanos pour faire croire aux méchants qu'elle est de leur côté, mais aide Jack secrètement. C'est tout ce qu'il y a à dire sur Dahlgren. Du fait que ces deux-là servent assez peu, on ne les voit pas tellement être le contre-pouvoir, et du coup on ne voit pas non plus ce qui empêche Scharnhorst d'avoir les pleins pouvoirs. Si, on le voit, c'est Jack, ou plus exactement, le Machinatio Vitae. Ça la rend furieuse d'ailleurs. Scharnhorst trouve que la prudence, ça va bien un temps. Nous ne sommes plus sous terre, nous avons toute une planète pleine de ressources à disposition, il serait temps que l'humanité retrouve sa grandeur d'antan. C'est pourquoi Scharnhorst, le Machinatio Vitae, elle en a un peu ras la casquette. Personne n'a à nous dire où on doit construire nos maisons. La forêt passe après l'expansion de la cité. Elle estime qu'il faudrait recommencer la construction de masse et la conquête des terres, ce qui impliquerait le massacre des créatures dangereuses qui rendent l'intérieur invivable pour les hommes et le reformatage intégral de cette nature. Autant dire que Jack et son influence sur la Cité de l'Océan, c'est une épine dans son pied. Ne pouvant aller au bout de sa politique expansionniste, elle complote dans l'ombre pour provoquer la mort ou la décrédibilisation de Jack, quand elle n'en est pas réduite à pirater des satellites pour réduire à néant ses ennemis façon Xana. Kolyoko n'a pas le monopole des satellites équipés de lasers à très longue portée. Peu importe. Dans le cadre de son rôle de gouverneur, Scharnhorst dirige les taupes, ces équipes de fouilles dont on parlait tout à l'heure. Elle demande aux équipes en question de rechercher en priorité des artefacts militaires pouvant augmenter sa force de frappe plutôt que des artefacts qui permettraient d'en apprendre davantage sur la civilisation des anciens ou d'améliorer le confort quotidien des habitants de la Cité de l'Océan. C'est dans ce même état d'esprit qu'elle investit dans les recherches d'un scientifique nommé Fessenden, le genre de scientifique qu'on voit souvent dans ce genre d'histoire. On parlait dans la vidéo des souris de l'espace du fait qu'il y a toujours 2 scientifiques dans ce genre de fiction, le gentil ingénieur et le méchant savant fou. Ici, Anna joue le rôle du gentil ingénieur, même si elle est tellement multitâche que ses connaissances scientifiques ne servent que de manière occasionnelle, tandis que Fessenden incarne à fond l'archétype du savant fou dont la folle ambition met en danger la nature. À l'instar de pas mal de personnages, il n'a pas son design des comics. À vrai dire, tant mieux.
il n'en a pas le destin glauque non plus. C'est plus le jeu sur Mega Drive qui essaye d'adapter ça librement. Pour ses activités les plus inavouables, Scharnhorst est régulièrement obligé de faire appel au service de la bande de hors-la-loi du coin, les pilleurs, dirigés par un certain Hammer, voleur, braconnier, en plus il a un mulet, bref un individu peu recommandable. Si vous avez suivi, vous aurez compris que le braconnage, c'est pas trop conforme aux machinatio vitae non plus. Le nombre de proies chassées et l'endroit où les chasser sont strictement réglementés pour éviter une nouvelle catastrophe écologique. Autant dire que Hammer et sa bande, eux non plus, ne portent pas trop Jack dans leur cœur. Ils ne sont donc que trop heureux de travailler pour Scharnhorst. C'est pas du bénévolat pour autant, ils se font payer. Bah oui, ils se font payer, faut pas charrier les bégoniens non plus. Bref, à la Cité de l'Océan, le maintien de l'équilibre entre l'homme et la nature a de nombreux ennemis. La plupart de ceux qui respectent cet équilibre le font à cause de l'influence de Jack. Pas Anna. Anna, elle, la nécessité de maintenir à flot l'écosystème, elle en a conscience à cause de ses propres recherches menées dans la cité Wassoun. Elle est donc opposée à Scharnhorst, non pas par respect du machinatio vitae, mais suite au développement de son propre savoir. Jack et Anna, même s'ils tombent pas souvent d'accord sur la bonne façon de s'y prendre, ont pour vocation de veiller à ce que cet équilibre soit bien maintenu. C'est pourquoi tous deux sont choisis comme interlocuteurs par les sorciers. Bon, surtout Jack, mais un peu Anna quand même. Les sorciers restent entre eux et ne se mêlent a priori pas à des affaires des hommes. Mais la survie de la planète sur laquelle ils vivent concernant tout le monde, avertir les humains des dangers que leurs activités peuvent lui faire courir leur semble tout de même important. Ils se sont rapprochés de Jack pour pouvoir le faire. Ils font aussi quelques tentatives vers Anna, mais c'est surtout parce qu'en dépit de la contestation de cette dernière, ils ont adopté un enfant humain pour lui transmettre leur savoir. Ils doivent convaincre Anna du bien fondé de leur démarche pour qu'elle renonce à ramener l'enfant à la Cité de l'Océan. L'enfant en question, n'ayant jamais vécu parmi les humains, ne sait pas parler, mais a une compréhension exceptionnelle de la nature et est connecté télépathiquement au monde animal. La série étant très courte, le rôle spirituel des sorciers vis-à-vis de la nature et de l'humanité n'est pas développé. Du coup, pour ce qu'on en sait, les sorciers sont avec les humains comme des parents qui ont décidé d'élever leurs enfants selon la méthode Montessori. Là, elle a décidé de me frapper avec un bout de bois. C'est sa décision. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent pour pouvoir constater tout seuls les conséquences de leurs bêtises, mais attirent gentiment leur attention sur le fait que les dites actions vont mal tourner s'ils persistent. On disait que la cause de leur discrétion était principalement qu'ils ont de grosses difficultés à se faire comprendre des humains. C'est surtout une idée qu'on trouve dans les comics. La série est beaucoup plus évasive là-dessus et donne l'impression que les sorciers font volontairement de la rétention d'informations. En fait, ce sont surtout eux qui font déplorer que la série soit si courte. Ces gens-là ont clairement un tas de choses à raconter. En tout cas, ils ont une vision à très long terme de ce que deviendra cette planète et de la place que l'homme a à y trouver. Ouais bof, on se doute bien. L'homme est mauvais, il mérite de disparaître, la nature c'est bien, faut la laisser reprendre ses droits et basta. Bah justement, non. A priori, c'est bien ça qu'il y a comme message en toile de fond dans la série, mais malgré tout, on rentre pas tout à fait dans la case fable écolo visant à faire comprendre la malfaisance de l'homme sur son environnement. Nous suivons le quotidien d'un peuple survivant qui a réussi à reconstruire une civilisation en dépit des obstacles, et malgré tout, ça force le respect. D'autant que celui qui reconstruit et répare, c'est pas l'expansionniste Scharnhorst, mais le mystique Jack Tenrek. D'ailleurs, un autre truc qui empêche la série de rentrer dans des cases, c'est que les représentants du mouvement écolo dans son univers, ce sont les mécanos. Parce que chacun sait que rien n'est plus écolo que circuler en bagnole. En outre, la façon dont sont campés les personnages est peut-être un peu déstabilisante, mais elle empêche de tirer des conclusions simples sur des situations complexes. Les méchants sont réellement les méchants, mais leur attitude est compréhensible dans le contexte de leur époque. Et si les gentils sont réellement les gentils, ça les empêche pas de se comporter un peu comme des connards les uns avec les autres. Quoi qu'il en soit, c'est très frustrant que cette série ne fasse que 13 épisodes. On avait trouvé le bon support, le bon dosage pour les personnages, et une mise en scène originale pour le tout. Une mise en scène originale ? Oui, il y a un effet de montage bizarre un peu tout le temps. De temps en temps, sans raison évidente, l'image se rétrécit. Plus exactement, des bandes noires entrent dans l'écran en haut et en bas pour transformer l'image 4/3 en 16/9. Tiens, c'est vrai, j'avais oublié. Je pensais que c'était pour faire référence au jeu vidéo dont est inspirée la série, mais vu que l'œuvre originale est un comics, ça ne colle pas. Je sais pas quel a été l'objectif, mais ces changements de format d'image rythment l'épisode, un peu comme les apartés de Max dans Max et compagnie, et au final, ils participent à rendre l'expérience de visionnage plaisante. Ce qui rend l'expérience de visionnage plaisante, surtout, c'est les décors. Ils sont superbes, et il faut bien ça, on est censé nous vendre tout un univers visuel post-apocalyptique, mais avec des dinosaures. Jungle luxuriante, villes en ruines, souterrains sombres, tout est fait pour accrocher le regard. Ce serait dommage de ne pas commenter la musique, mais étant donné notre manque de culture musicale, nous serions bien en peine de dire à quel genre elle appartient. Elle est composée de guitare électrique et de cuivre, elle fait un effet à la fois dynamique et kitsch, bref c'est typiquement le type de musique qu'on imaginerait pour une série qui s'appelle Cadillac et Dinosaures. On a répété pendant toute la vidéo que la série présentait une humanité immature et un peu bête. Paradoxalement, la série elle-même, contrairement à ses personnages, fait très mature.
Les visuels sont très sérieux, malgré notre précédente comparaison avec Nicky Larson, les thèmes abordés sont complexes, la lecture de la mise en scène n'est pas toujours facile, et il n'y a pas forcément de volonté d'atténuer la brutalité des interactions entre personnages. C'est assez curieux parce que pas mal d'engins et de véhicules de cette série rendraient très bien en jouets. Vérification faite, il y a bien eu des jouets, mais j'ai pas le sentiment que cette série ciblait les plus jeunes. Je le redis, je pense qu'elle cible surtout les lecteurs du comic. Pas mal de scénarios d'épisodes sont des adaptations de passages des comics, c'est pas forcément les meilleurs épisodes d'ailleurs, vu que comme j'ai dit, la série est obligée d'étirer les situations jusqu'à les rendre moins crédibles. Il y a pas mal d'histoires inédites, qui elles ont tendance à être meilleures que ce que proposent les comics la plupart du temps. Il y a aussi des histoires qui semblent inspirer d'autres films ou séries. Cadillac et dinosaures, si on n'est pas attentif, on peut s'imaginer que c'est juste une série d'action-aventure avec un univers visuel très cool, contenant des Cadillacs et des dinosaures. Mais dès qu'on prend la peine de regarder ce qui se passe vraiment dans les épisodes, on se rend compte qu'il y a derrière tout un contexte qui n'aurait demandé qu'à être approfondi et développé. Les comics et les jeux n'étant pas dans la même continuité, n'obéissant pas tout à fait aux mêmes règles et n'étant pas hyper développés non plus, ils ne satisfont pas complètement ce besoin d'approfondissement. Et de fait, malgré son caractère pas à suivre qui permet de s'arrêter n'importe quand, la série laisse tout de même une impression d'inachevé. Il est frustrant qu'elle n'ait pas plus d'épisodes et que ces épisodes n'en révèlent pas davantage sur son monde. Quoi qu'il en soit, c'est une franchise qui gagne à être connue, et son originalité, son dynamisme, ses couleurs, ses thèmes et ses personnages font de Cadillac et Dinosaures un dessin animé qui mérite qu'on s'en souvienne.